Bonjour à tous. Donc moi je vais vous parler d'applications kiosques et de MDM. Ce qu'on appelle le Mobile Device Management, donc MDM. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler. C'est utilisé principalement en entreprise et dans les écoles pour gérer des flottes de devices pour les entreprises ou des flottes d'iPad par exemple dans une école. Moi, je vais parler d'application kiosque. C'est des trucs que j'ai déjà fait, donc je peux en parler un petit peu. Une application kiosque, en fait, c'est une appli qu'on va faire tourner sur un appareil, genre sur un iPad, et qui va servir à une seule chose. Donc, qui va être par exemple une application dans un musée, qui va être une télécommande pour de la domotique, qui va être une tablette pour un hôtel, qui va être un affichage public. Donc ça, c'est tout le genre d'application kiosque que vous pourriez développer, avec ou sans interaction d'ailleurs, hein. Et donc pour faire une application kiosque, en fait, vous allez utiliser pour mettre le device en fait en mode kiosque, vous allez utiliser un truc qui s'appelle Apple Configurator 2, qui est un outil gratuit que vous pouvez télécharger chez Apple. On le trouve sur l'App Store. Et donc avec Apple Configurator 2, vous pouvez mettre en mode supervisé des iPads, des iPhones, des Mac et des Apple TV. Et ça, c'est vachement intéressant parce que si vous faites de l'affichage public, par exemple, une Apple TV, c'est génial. Et ça peut être totalement administré à distance. Donc, pour se mettre en mode kiosque, on va dans Apple Configurator 2 et on passe en mode single app. Et le mode single app, ça permet d'avoir un fonctionnement sur une seule application de l'appareil. Donc ça veut dire qu'en fait, il n'y a plus de home screen, il n'y a plus de lock screen, il n'y a plus rien. Vous allumez un iPad, il passe directement sur l'application. Et vous ne pouvez pas revenir au home, jamais. Contrairement au mode guidé, qui lui, avec 3 tapes sur le bouton home, permet de revenir au home. Donc, cet outil, en fait, Apple Configurator 2, vous permet aussi de rajouter des configurations très spécifiques, configurer tout ce qui est Wi-Fi, DNS, le HTTP, vous avez toute la liste en fait qui est à droite, enfin, il y en a beaucoup. Les certificats, vous pouvez indiquer les certificats, VPN en particulier si vous avez un VPN, etc. Donc tout ça, c'est des services qui sont à la base destinés à l'entreprise, mais qui vont être utilisables sur les applications kiosques et qui vont parfois servir à quelque chose. Par exemple, notamment les restrictions ou l'utilisation du Wi-Fi en particulier, c'est un cas bien spécifique. Pour faire les tests, vous allez utiliser un profil ad hoc. Donc sur iOS, un profil ad hoc, en fait, c'est un profil sur lequel que vous créez qui est assigné à un certain nombre de devices. Vous avez droit à, je crois, 100 ou 200 devices. Je crois que c'est 200 maintenant, mais donc c'est quand même relativement limité. Mais ça permet quand même de faire des tests et de commencer des petits déploiements. Maintenant, si vous voulez faire des déploiements un peu plus conséquents avec de la gestion à distance, vous allez devoir utiliser du MDM. Alors le MDM, qu'est-ce que c'est ? Le MDM, en fait, ça vous permet de... C'est un serveur. C'est un serveur qui vous permet de contrôler à distance complètement vos appareils. Vous pouvez les rebooter, vous pouvez les mettre à jour, vous pouvez installer des applications, supprimer des applications, changer les profils, enfin faire tout ce que vous voulez, comme si vous étiez en local, sauf que vous êtes à distance. Et donc la façon dont ça marche, c'est que, comme d'habitude, vous avez les serveurs d'Apple qui sont au milieu, qui sont ceux qui parlent au device, et votre serveur MDM, en fait, lui, il parle à Apple. Et donc, il envoie les ordres, et Apple répercute les ordres. Ça marche à base de push notification. Donc, tant que le device a la connexion avec l'Internet, ça fonctionne. Donc, à la base, un MDM, c'était fait pour l'entreprise, les écoles, mais aussi pour les applications kiosques maintenant. Alors pour commencer à utiliser MDM, c'est un truc un peu particulier. Il faut s'inscrire sur deploy.apple.com. Il faut être une société et avoir un numéro DUNS. Donc c'est le truc chiant. Il faut aller voir chez Duns & Bradstreet pour obtenir le numéro américain de votre entreprise et créer un compte chez Apple. Moyennant quoi, une fois que c'est créé et que c'est accepté, vous avez un compte utilisable pour le MDM et vous pouvez utiliser une solution commerciale, ce qui est le plus simple pour commencer parce que MDM c'est un peu compliqué à utiliser au départ, enfin à mettre en place. Donc vous avez des sites comme SimpleMDM, c'est ce que j'utilise, qui ne sont pas très chers. Ça va coûter 3 $ ou 2,50 $ par mois et par device, suivant les déploiements. De toute façon, les prix sont à peu près les mêmes partout, hein. Ou alors si vraiment vous êtes un peu aventureux, vous pouvez utiliser un truc qui s'appelle MicroMDM. Il y en a un ou deux autres aussi qui sont des produits open source. C'est un petit peu compliqué de mettre en place la chaîne de certificats qu'il faut parce que la sécurité est quand même assez costaud chez Apple. Et donc, toutes les validations de certificats sont vraiment... Enfin, il y a un process qui fait 3 pages quoi, pour créer les certificats, mais c'est faisable. Bon, alors maintenant, une fois que vous avez votre application qui est pilotée à distance,
Le problème, c'est que si vous déployez 300 devices, vous n'allez pas avoir forcément la même config partout. Alors, il y a des trucs. Il y a un truc dans User Defaults qui permet en fait de pousser avec le serveur MDM des configurations sur les devices et des configurations sur chaque device différentes. La config, en fait, vous avez une clé. Quand vous êtes en mode manager, vous avez une clé qui s'appelle com.apple.configuration.managed. Vous récupérez en fait un dictionnaire, et ce dictionnaire, en fait, que vous poussez avec le serveur MDM, peut contenir tout ce que vous voulez. Donc ça vous permet en fait d'envoyer des profils, des configs spécifiques à votre appli, qui vont être par exemple cet appareil-là, il est dans telle pièce, cet appareil-là est dans telle pièce, il a telle fonctionnalité, etc. Donc ça c'est votre appli qui gère. Mais l'avantage c'est que les user defaults, vous les contrôlez à distance. C'est un truc vraiment précieux. Sur la plupart des serveurs, vous allez avoir de la customisation avec des templates, vous pouvez grouper les appareils, vous pouvez créer des configs individuels, etc. Enfin, c'est assez puissant en général. Le plus puissant, c'est chez VMware, c'est AirWatch, qui est vraiment très bien. Pas forcément évident à utiliser, mais une fois qu'on le maîtrise, c'est pas mal. Alors MDM, par contre, moi j'ai fait une formation MDM sur 2 jours quand même, pour arriver à apprendre un peu tout ça. Donc il y a un petit peu de travail. Alors les problèmes que vous allez rencontrer. Jusqu'à présent, on pouvait signer les applications uniquement avec des certificats entreprise, ce qui vous oblige à avoir un compte entreprise chez Apple. Maintenant, on peut le faire avec Ad-Hoc, depuis iOS 10. Je ne sais plus quoi. Donc avec du Ad-Hoc, vous pouvez déployer jusqu'à 200 devices sur une install et ça marche. Il faut aussi savoir que l'histoire d'avoir des applications à distance avec un certificat entreprise, ça implique que vous soyez propriétaire de l'appareil sur lequel ça tourne. Parce que les clauses du contrat avec Apple font que vous n'avez pas le droit légalement de manager à distance une application avec votre certificat qui tourne sur un appareil qui n'est pas à vous. Alors c'est un peu compliqué mais au niveau clientèle, et ils vous posent la question chez Apple, hein. Ils vous demandent. Donc ça c'est le petit aspect un petit peu chiant. Il y a un autre problème avec le MDM, et moi je m'en suis rendu compte sur un projet, c'est que le Wi-Fi des iPads, c'est une catastrophe. En fait, il ne marche pas. Quand je dis il ne marche pas, c'est-à-dire qu'il marche très bien, et puis un jour, vous voyez que vous avez perdu un iPad. Vous ne savez pas pourquoi. Il a disparu du Wi-Fi et il n'arrive plus à le revoir. Le seul moyen pour remettre cet iPad sur le réseau, c'est de le rebooter. Alors c'est sympa quand vous êtes à 1000 bornes ou que vous n'avez pas accès à l'iPad parce qu'il est dans une boîte. C'est pas hyper pratique. Et des fois, il revient. Je m'en suis rendu compte. J'en ai perdu un pendant un mois et puis après, il est revenu. On n'a jamais compris pourquoi, parce qu'il n'y a pas de log. Donc c'est un petit peu le côté. Alors, une des solutions qui sont préconisées, c'est de mettre les iPads en filaire. Il y a un moyen de le faire. Un iPad, en fait, vous pouvez le mettre en filaire parce qu'il y a des boîtiers qui existent. Vous pouvez passer l'Ethernet par le Lightning. Il y a un boîtier chez Apple qui le fait, et il y a d'autres boîtiers comme celui-là, c'est un RedPark. Ils font du gigabit et ils alimentent l'iPad. Donc ce qu'il vous faut, c'est un switch PoE pour ça, qui délivre jusqu'à 15 watts parce que les iPad Pro, par exemple iPad Pro 12, ça pompe 12 watts, donc surtout avec l'écran à pleine puissance. Mais c'est jouable, je l'ai testé, ça fonctionne, et surtout l'avantage c'est qu'avec un boîtier comme ça, vous branchez le Lightning et le truc est sur le réseau. Il n'y a pas de config à faire, rien, c'est vraiment génial. Un des autres petits problèmes que vous allez rencontrer, c'est les mises à jour à distance. Imaginons que vous ayez un appareil, un iPad qui est en mode inaccessible à l'utilisateur. Si vous poussez une mise à jour de votre application et qu'il est en single app, l'OS, il est gentil, il va vous demander si vous acceptez la mise à jour. Donc il faut appuyer sur OK. Alors donc, le moyen de contourner ce truc-là, c'est de faire une deuxième appli. Vous faites une appli qui affiche genre un écran noir, et vous allez switcher le single app mode sur la deuxième appli. Une fois que vous êtes sur la deuxième appli, vous poussez l'update de la première appli, et quand tous les devices sont à jour, ben vous re-switchez sur l'appli principale. Et là, il n'y a pas de problème de boîte d'alerte. Voilà, parce qu'en fait, l'OS refuse de faire automatiquement une mise à jour d'une appli qui est en fonctionnement. Il faut le savoir. Je l'ai eu ce truc-là aussi. On a du mal à comprendre au départ. Et enfin, dernier truc que je voulais indiquer, c'était que quand vous voulez rallumer un appareil, si vous avez un appareil qui part en veille, par exemple, un iPad qui part en veille, pour le faire sortir de la veille, il faut appuyer sur un bouton. Donc si cet iPad est dans une boîte pour faire un affichage public, le bouton n'est pas accessible. Et le problème, c'est que si par exemple vous enlevez, il est en veille, vous enlevez le courant, vous remettez le courant, vous allez avoir le home screen, le lock screen qui s'allume et qui s'éteint. Parce que personne n'a appuyé sur un bouton.
donc le truc il n'est pas réveillé. Alors effectivement, quand on appuie sur le bouton, on tombe directement sur l'application. Mais le problème, c'est que pour aller jusque-là, il faut accéder physiquement à l'appareil. Donc la solution que j'ai trouvée pour ce genre de cas, alors la première solution, c'est effectivement, on désactive complètement le sleep. Donc dans ce cas-là, on ne laisse jamais l'appareil dormir, ce qui pose d'autres problèmes. Moi, j'ai des iPads qui tournent dans des bus, et quand le chauffeur coupe le contact, il n'y a plus d'alimentation. Donc moi j'ai des solutions alternatives, j'arrête de jouer des vidéos, je coupe la luminosité au maximum, machin, j'arrive à faire durer les batteries pour la nuit, et quand le courant vient le lendemain matin, on est à 50% et ça recharge. Voilà. Quand il y a des vacances d'une semaine. Et quand il y a des vacances d'une semaine, les appareils se déchargent complètement. Alors il faut savoir aussi qu'un iPad qui commence à se décharger, il va descendre à 20% de batterie, et puis là il va afficher une alerte. Voilà. Alors là, j'ai aussi des trucs en fait dans mon appli pour ça. Si jamais je suis à 20% de batterie, je mets le display à 0 pour qu'on ne voit pas l'alerte et qu'il se recharge le plus vite possible. Et en fait, plus la batterie remonte et plus je remonte la luminosité de l'affichage. Parce que dans un iPad Pro, ce qui pompe le plus en fait, c'est l'écran. Hein, c'est un iPad Pro, c'est jamais qu'une batterie géante avec un écran qui pompe dessus. Donc voilà, donc ça, l'histoire de la connectivité et de la batterie, c'est les deux problèmes principaux. Moyennant quoi, ça fonctionne très très bien. Vous pouvez faire des applications qui sont en accès public, par exemple, on en a qui tournent dans des installations publiques avec l'interaction avec l'utilisateur, c'est génial, contrôle à distance, il n'y a absolument jamais besoin de se déplacer, ça fonctionne très très bien. Et il y a des trucs supplémentaires, donc j'ai pas eu trop le temps de parler, mais là je crois qu'on a un petit peu plus de temps, donc ça va. Vous avez un programme qui s'appelle DEP, Device Enablement Program, chez Apple, qui vous permet, quand vous achetez vos iPads, vos Apple TV, etc. chez Apple, ils sont en fait enrôlés directement dans le MDM à la production chez Apple. C'est-à-dire qu'en fait, eux, quand ils vous les vendent, ils renseignent dans votre serveur MDM les numéros de série, machin, c'est automatiquement ajouté. Ça veut dire qu'en fait, vous allez prendre par exemple un Apple TV, c'est encore le cas le plus intéressant. L'Apple TV, c'est 0 conf. Vous prenez un Apple TV qui est en DEP, vous le sortez de sa boîte, vous le branchez sur le réseau, c'est-à-dire que vous mettez un câble Ethernet, il est sur le réseau, il s'auto-configure. Le truc, il démarre, il va chez Apple, Apple lui dit tu vas sur le MDM machin, tu es enregistré là-bas, il va sur le MDM, il prend sa config, il démarre son appli et il fait tout seul. Donc en fait, vous pouvez très bien déployer des Apple TV pour une application d'affichage public. Vous envoyez les boîtes à l'installateur, le mec il les branche, il les installe et vous n'avez même pas besoin d'y aller. Ça c'est super. Les iPads, c'est un peu plus compliqué. Un iPad, en fait, il faut le démarrer, il faut le mettre sur un Wi-Fi. Sauf si vous avez le boîtier RedPark, où là, vous êtes en filaire. Mais sinon, vous avez besoin quand même de lui assigner un réseau Wi-Fi pour qu'il aille prendre sa config chez Apple. C'est la condition, en fait. Une fois qu'il est chez Apple et qu'il est connecté à Apple, Apple lui dicte tout ce qu'il doit faire. Donc, si votre appareil est en DEP, Apple lui dit, tu vas sur le serveur machin et tu prends ta config là-bas. Voilà. Et enfin, donc j'ai mentionné les boîtiers de RedPark, il y en a d'autres. Alors après, le port over Ethernet, en fait, il faut considérer les switches parce que sur les installations, la plupart des switches vont vous donner 2 à 4 ports en PoE. Il y a des switches à 8 ports, il y a des trucs plus puissants aussi, il y en a qui rajoutent la puissance à des switches existants. Enfin, il y a plein de solutions possibles. Techniquement, il faut regarder plutôt pour ce qui se fait pour les data centers. Après, tout ce qui est PoE, c'est des machins qu'on alimente en 24 ou 48 volts, donc les détails d'électricité qui sont... voilà. Et c'est à peu près tout pour ce soir, parce que c'est une presse que j'ai faite en 5 minutes à la base, donc j'ai un petit peu rallongé pour vous, mais voilà, si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Combien il faut compter pour un adaptateur PoE RedPark, ils sont dans les 80 € le boîtier. Ouais, ils sont très très bien. Alors RedPark, en fait, c'est une petite boîte californienne, c'est une boîte d'ingénierie qui fait plein de trucs assez rigolos, ils font plein de petits moutons à 5 pattes. Ils font aussi les câbles qui vont avec, parce qu'ils font un câble spécial, évidemment. Donc le câble, il faut rajouter le prix du câble. Ah merde. Oui, parce qu'en fait, si tu veux, le RedPark, il sort en Lightning, mais il rentre en micro USB. Enfin bon, si tu veux, le Lightning, l'adaptateur Lightning, c'est micro USB côté boîtier et Lightning côté iPad. Combien alors ce câble Il doit coûter 20 $, je crois, comme ça, 24 $. Qu'est-ce qu'ils font d'autre d'intéressant? Bon, ça revient à 100 balles. Ils font principalement de la câblerie et tout ce qui est réseau, en fait, les boîtiers réseau. Ils ont fait des boîtiers de conversion port série, port Ethernet. Ils font plein de trucs comme ça, quoi. Voilà. Tout ce qui est connectivité. C'est un peu leur spécialité. Et aussi en cas de coupure de courant, de possibilités
device, il n'y a plus du tout de batterie. Est-ce qu'une fois que le courant revient... Quand il redémarre, quand il est en single app et que l'appareil redémarre, en fait, il repasse directement sur ton appli. Donc c'est un truc qui est vraiment bien, c'est quelle que soit la condition. Alors j'ai eu des cas où j'ai des appareils qui sont passés sur le home, ce qui ne doit jamais arriver. Je me suis rendu compte que je crachais l'OS en fait. Je crachais certaines couches de l'OS et du coup, à un moment donné, il en avait marre, il arrêtait, il disait non, c'est bon, terminé. Mais ça, c'est un cas bien particulier. Je fais du peer-to-peer avec le multi-peer connectivity et c'est un truc qui est un peu fragile quand même. Donc bon, c'est un truc particulier. Oui, il y a moyen de monitorer si les devices... Alors, le monitoring, en fait, alors il y a un monitoring dans le sens où tant que tu peux accéder au device par le réseau, tu peux les rebooter. Avec le MDM, tu envoies un ordre reboot, il reboot le truc. Donc ça, c'est pas trop un problème. Le problème, c'est quand tu perds le réseau. Voilà. Après, pour le monitoring, ce que je fais, c'est que moi, j'ai mon appli qui renvoie à mon serveur un watchdog. En fait, il renvoie un truc toutes les minutes, pour me dire je suis toujours là. Et si jamais il y a un problème, tu peux mettre en place, par exemple, un système automatique. La plupart des serveurs de MDM, maintenant, ils ont une API. Donc tu peux leur envoyer un message en fait pour leur dire tiens redémarre-moi le device machin. Donc si tu vois que ton device te ping pas pendant 5 minutes, tu envoies un reboot et en général ça fixe le problème. Et du coup, j'imagine que c'est des clients qui vous fournissent une application qui doit tourner en single app. Et après vous faites une application qui va faire l'interface. Non, là c'est vraiment des projets custom, c'est moi qui développe les applis. Okay. Voilà. Après, tu peux prendre effectivement n'importe quelle appli tu peux la mettre en single app. Simplement, il faut que l'appli soit pensée pour être soit en mode non interactif si tu as un projet non interactif. Enfin, voilà, mais ça se gère très bien. Hein. C'est une appli, enfin, de toute façon, l'API iOS en général faite pour être utilisée seule. C'est pas un client vraiment amusé qui va venir vous voir, ok, j'ai donné une appli, on a fait l'appli, maintenant on vous l'a packagé pour qu'on puisse la faire tourner comme ça. Ça peut se faire. Ça peut se faire. Après, les gars, s'ils fournissent l'appli et qu'ils la signent avec le bon certificat, etc., c'est juste une question de provisioning profile, en fait, hein, principalement. Mais ça peut se faire sans problème. Ouais. À la base, non, moi, je ne fais pas d'IT, je fais plutôt du dev, donc c'est des projets sur lesquels j'ai fait les applis qui vont avec la flotte d'appareils. Et l'expérience sur Android alors, je n'ai pas testé du tout. Google a le même type de produit, en fait. Et d'ailleurs, les plateformes du genre AirWatch permettent de monitorer tout ce qui est Android aussi. Donc il y a à peu près l'équivalent sur Android, mais je ne connais pas les détails. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de choses qu'on peut faire sur les appareils Apple. C'est quand même assez poussé maintenant. Je ne sais pas jusqu'où on peut aller sur un appareil Android. Ou jusqu'où on ne peut pas aller, en fait. Je ne connais pas exactement le détail de ce qu'ils ont fait. Tu leur as dit à Apple qu'il y avait des limitations Ouais, j'ai déjà rentré des radars avec... je leur ai demandé des trucs et tout, mais bon, ils ne répondent pas. Hein, voilà. Déjà, en fait, parce qu'il y a 2-3 ans, je leur avais demandé déjà plusieurs fois est-ce qu'on peut bypasser le lock screen. Et ils ont fini par le mettre. C'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à maintenant, le lock screen, l'écran de verrouillage sur l'iPad, on ne pouvait jamais le passer. Et maintenant, avec le MDM, en fait, en mode manager, on peut le passer. Donc, c'est cool. Tu disais tout à l'heure qu'il faut être propriétaire. Ouais. C'est le compte développeur doit être propriétaire ou... C'est ça. En fait, tu dois avoir, à la base, normalement, tu dois avoir un compte entreprise. Et donc, c'est ton entreprise qui doit être propriétaire des devices. Donc là, dans les cas où je fais ça, alors soit sur des clients, où on n'est pas propriétaire des appareils, on les met en ad hoc. Le problème du profil ad hoc, c'est qu'il faut le renouveler tous les ans. Donc, il ne faut pas l'oublier, il faut te mettre un timer parce que le truc, sinon... en fait, il n'y a pas de problème si tu veux. Simplement, le jour où l'appareil reboot et que ton profil a expiré, ton application ne démarre pas. Voilà. Donc, il faut penser à ça. Tant que l'application ne crache pas et qu'elle n'a pas besoin de rebooter, en fait, ton profil il peut expirer, personne s'en mêle, hein, c'est pas un problème. Une dernière question. Avec le profil ad hoc, du coup, tu peux, pareil, tu les as dans le MDM, tu peux ajouter les devices, enfin, tu peux ajouter les applis. Oui, il faut que ton appli embarque en fait, le profil. Il faut que ton appli embarque le profil qui liste tous les devices sur lesquels ça va tourner. Du coup, tu es obligé d'avoir l'appli deux fois. Non. Tu as l'appli signée pour entreprise et l'appli signée en Tu n'es pas obligé d'avoir signé pour entreprise. En fait, soit tu as l'appli signée pour entreprise, soit tu as l'appli signée avec le profil ad hoc. Par exemple, si ton entreprise elle a une flotte d'appareils, mais qu'elle veut aussi du bring your own device. Ah bah tu peux le faire. Tu peux le faire en fait. Les deux. Non, mais tu vas avoir deux versions de ton appli, ou alors tu vas avoir deux versions de ton appli, une avec le profil ad hoc et une avec le profil entreprise. Et suivant le groupe auquel appartient ton appareil, ton MDM il va pousser telle ou telle appli, parce que c'est toi qui choisis en fait ce que tu pousses sur les appareils. Tu peux pareil mettre à jour les applis à distance sur celles qui sont Oui, sans problème.
Alors après, il faut savoir que le MDM, hein, c'est assez complexe et assez profond. Il y a plusieurs niveaux, il y a le managed et le supervised. Et supervised, en fait, tu peux faire plus de choses. Mais sur du BYOD, en fait, tu vas faire du managed. Et encore, tu peux faire du shared. C'est-à-dire que tu as une partie de l'appareil qui est contrôlée par le MDM, c'est-à-dire les applis que tu installes. Et par exemple, tu peux avoir effectivement, la personne amène son téléphone, s'inscrit sur le MDM. Dans ce cas-là, l'application, en fait, le MDM va lui pousser un certain nombre d'applis de l'entreprise. Et le jour où elle sort du MDM, toutes les applis de l'entreprise dégagent. Voilà. Et de la même façon, tu peux le wiper à distance. Oui. Tu as le wipe à distance, tu as le reboot, tu as le lock, tu as tout ce que tu veux en fait. C'est vraiment, toutes les fonctionnalités sont vraiment... Alors ça se teste avec Apple Configurator, c'est vraiment très bien pour ça. Parce qu'on peut pratiquement tout essayer avec. Faire les profils, parce que les profils c'est un XML, hein, donc derrière il y a de quoi jouer. Donc non, c'est bien. Voilà. Merci Laurent. Après.